Ce vitrail a valeur de symbole. J'ai fait le rêve de donner la joie aux hommes et j'ai voulu créer au Cateau une féerie de couleurs qui serait comme un esprit de lumière. L'œuvre de Henri Matisse en vitrail est peu connue. Pourtant, dans les 6 dernières années de sa vie, il réalisera 9 vitraux, dont certains monumentaux. C'est sa quête incessante pour approfondir la relation entre la lumière et la couleur qui vont l'amener peu à peu à aborder une matière nouvelle, le vert. Défiant l'âge et la maladie, il va renouveler l'art du vitrail pour réaliser son chef-d'œuvre. Dans le nord de la France, près de Saint-Quentin, la petite ville du Cateau-Cambrésis s'étend sur une colline dominant la Selle. C'est dans ce pays froid et austère qu'est né le 31 décembre 1869 le peintre de la couleur, Henri Matisse. Il passa son enfance à Bohain en Vermandois, où ses parents tenaient un commerce de grains. Il fit ses études de droit à Paris. Mais depuis longtemps déjà, il pensait à la peinture. Matisse est issu d'une famille de tisserands qui est installée depuis plus de 300 ans au Cateau-Cambrésis. Et donc il va réussir à convaincre ses parents, et c'est pas une mince affaire à l'époque, de le laisser aller étudier les beaux-arts à Paris, et il va partir à Paris en 1890. Donc il va se former à Paris, il va fréquenter les académies, il va aller faire des copies au Louvre, il va faire tout le parcours normal d'un jeune artiste. Grâce à ses voyages en Bretagne, en Corse et dans le sud de la France, notamment à Collioure, Matisse découvre des lumières qui font évoluer son style et sa palette. Sa vie durant, il cherchera des horizons nouveaux pour enrichir son inspiration. À partir de 1917, Matisse commence à vivre à Nice une partie de l'année, notamment place Charles-Félix dans la vieille ville, face à la mer. Quand j'ai compris que chaque matin, je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Moi, je suis du Nord. Ce qui m'a fixé, ce sont les grands reflets colorés de janvier, la luminosité du jour. Je suis un travailleur sédentaire. J'ai souvent fait des voyages en imagination et comme le but principal de mon travail est la clarté de la lumière, je me suis demandé comment peut-elle être de l'autre côté de l'hémisphère. Et je me suis promis déjà à Nice d'aller un jour voir ça. Voilà ce qui explique ce long voyage en Océanie. En 1930, il a 60 ans et il décide d'entreprendre ce voyage qui est un long voyage à l'époque puisqu'il faut prendre le bateau du Havre jusqu'à New York, traverser les États-Unis en train, reprendre le bateau pour aller à Tahiti. Bref, c'est pas loin de 2 mois de voyage. Et ça va donner l'occasion à Matisse de découvrir New York. Et il va surtout découvrir le rôle de la lumière et notamment cette relation entre lumière et architecture. La façon dont les immeubles et les vitres des immeubles vont capter la lumière. Donc ça, c'est une préoccupation qui est toujours constante pour lui. La lumière de New York est une chose extraordinaire de clarté, de pureté cristalline. Si bien que je me disais toujours, voilà, ça c'est du nouveau. Je ne sais pas ce que je vais chercher si loin. La sagesse commanderait que je reste ici. Pourtant, après New York, il poursuit son voyage jusqu'à Tahiti. Je me souviens que tout d'abord, ce fut décevant. Et puis, peu à peu, c'était beau. C'est beau. Les feuilles des hauts cocotiers, retroussées par les alizés, faisaient un bruit soyeux. Ce bruit de feuilles était disposé sur le grondement de fond de l'orchestre des vagues de la mer. Vagues qui venaient se briser sur les récifs qui entourent l'île. J'ai plongé et nagé sous l'eau. On y voit comme s'il n'y avait pas d'eau. Les gros massifs de corail et les poissons.
En regardant en l'air, on voit les vagues et les moirés faits par le soleil. Le plafond a l'air fait en cul de bouteille. Ces vitres du XIIIe siècle. Pendant son séjour en Océanie, Matisse n'a pas peint. Ce n'est qu'en 1936 que les souvenirs de son voyage apparaissent dans ses toiles avec « Fenêtre à Tahiti ». Initialement destiné à une tapisserie, Matisse dira de ce tableau qu'avec ses grands aplats de couleurs, il aurait pu, plutôt, être traduit en vitrail. Depuis les années 1920, le vitrail est en plein renouveau et des ateliers sont créés. Le peintre, Jean Hébert Stevens, et sa femme Pauline Peunier, convaincus du rôle que devraient jouer les grands peintres pour moderniser l'art du vitrail, et encouragés par leurs amis des ateliers d'art sacré, dont le père couturier, installent leur propre atelier à Paris, près de Montparnasse. Mes grands-parents s'étaient connus à l'école des Beaux-Arts. L'idée de créer un atelier de vitraux était de moderniser, de dépoussiérer le vitrail qui se faisait à l'époque. Mon grand-père a rencontré Paul Bonny, donc mon père, en 1934 lors d'une exposition. Et ils ont eu envie de travailler ensemble. Mes grands-parents organisent en 1939 une exposition vitraux et tapisseries modernes au Petit Palais à Paris. Et à cette occasion, mon grand-père et mon père vont exécuter notamment des vitraux de Georges Rouault. Cette exposition est vraiment une idée forte de l'appel aux peintres, qui était l'idée de l'atelier de vitraux. En 1943, Matisse se réfugie à Vence, près de Nice. À plus de 70 ans, il est handicapé à la suite d'une lourde opération qui a failli lui coûter la vie et l'empêche de rester longtemps debout devant un chevalet. Il développe alors la technique des papiers gouachés découpés, travail qu'il peut réaliser assis ou même dans son lit. Matisse n'est non pas un vieillard sénile qui fait des papiers découpés parce qu'il est vieux et malade et qu'il ne peut plus faire autre chose. Alors oui, il est vieux, oui, il est malade et en fait, il a failli mourir, il a eu un cancer. Mais ce que lui apporte cette maladie, c'est en fait la liberté. Parce qu'il se dit que chaque jour peut être le dernier. Et devant cette urgence de la création, eh bien, il se libère de toutes les contraintes et se dit « maintenant, je fais ce que je veux ». Et il va pousser les recherches le plus loin possible dans la peinture. Il va faire de même dans le dessin. Et une fois qu'il a réglé leur compte à ces deux disciplines, eh bien, il va combiner ses expériences et il va se faire gouacher des grandes feuilles de papier dans une seule et même couleur et il va dessiner, découper dans la couleur de façon à ne plus faire qu'un entre le dessin et la couleur. Et ça va donner naissance à cet ouvrage qui s'appelle Jazz. Jazz est un livre de peintre exécuté par Matisse entre 1943 et 1946 et édité par Thériade. Il marque un grand moment dans l'histoire du livre d'artiste. Ça a été un grand succès. Matisse a dit « Jazz, ce sont des cristallisations de souvenirs ». Donc le livre contient effectivement des planches faisant référence au cirque, l'Icare de jazz, puis ces 3 planches sur les lagons dans lesquelles on voit l'importance de son voyage à Tahiti. Une iconographie du lagon, ces formes très, très typiques des gouaches découpées. Et c'est le début de la technique de la gouache découpée pour Matisse. Ce sont des couleurs de vitrail. Je coupe ces papiers gouachés comme on coupe du verre. Seulement, là, elles sont disposées pour réfléchir la lumière. Tandis que pour le vitrail, il faudrait les disposer autrement, parce que la lumière les traverse. Le vitrail connaît une période de renouveau assez exceptionnelle.
après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction. Dans cette période de renouveau, le père Couturier a joué un rôle décisif, fédérateur. Il a voulu faire appel à des artistes, aux protagonistes de l'art moderne, pour la construction des édifices religieux. Et à ce moment-là, l'église d'Assy est en manifeste dans la mesure où c'est vraiment l'implication des acteurs de l'art moderne dans l'art religieux. Et après, il y a eu la chapelle de Vence. La collaboration avec Georges Rouault et mon père continue avec l'aventure du plateau d'Assy, aventure à laquelle participe le père Couturier. C'est le début du travail de mon père, Paul Bonny, avec des grands peintres, Georges Rouault, Georges Braque, Henri Matisse. Le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, possède depuis peu une nouvelle église, Notre-Dame de Toute-Grâce. Consécration d'un travail de 13 années, elle a réuni dans sa réalisation les efforts des plus grands artistes contemporains. De Fernand Léger, cette façade ornée d'une éclatante mosaïque, équilibrée autour d'un médaillon de la Vierge, toute de simplicité. Notre-Dame des Douleurs, d'Hébert Stevens, est accompagnée dans son éternelle méditation des vitraux de Rouault, Brianchon, Berceau et de cette Sainte Thérèse de Couturier. Matisse travaille de plus en plus à des créations en gouache découpée, dont il dira plus tard qu'elles l'ont mené au vitrail. Lors d'un de ses fréquents séjours à Vence, il retrouve Monique Bourgeois, une de ses anciennes infirmières devenue sœur Jacques-Marie. Elle rêve de faire agrandir la chapelle du foyer Lacordaire des sœurs dominicaines de Vence. Elle offre ainsi à Matisse l'opportunité de construire un écrin pour ses futurs vitraux. Pendant 2 ans, il travaille à la conception et à la réalisation de la chapelle, assisté par le frère Essiguier, un jeune dominicain féru d'art moderne et qui a la certitude que Matisse est capable d'art sacré. Puis le père Couturier, au nom de la hiérarchie des dominicains, va intervenir auprès de la mère supérieure de Vence pour qu'elle accepte ce projet un peu trop novateur à son goût. Et puisqu'il a lui-même réalisé des vitraux, il va aider à leur mise en œuvre en faisant le lien entre le peintre et le verrier. 3 projets ont été nécessaires pour aboutir aux vitraux de la chapelle. Pour le premier, le frère Essiguier propose à Matisse de s'inspirer de textes de l'Évangile, et c'est la Jérusalem céleste et le fleuve de vie. Mais ce dernier est trop grand pour les dimensions de la future chapelle, et Matisse, plutôt que de le réduire, préfère interrompre sa réalisation. Nous avons ici une maquette d'un des vitraux pour la chapelle de Vence. Cette maquette a la particularité d'être constituée d'une multitude d'éléments qui sont géométriques, carrés ou rectangulaires. C'est assez rare dans l'œuvre de Matisse. Alors, elle a une histoire particulière puisque, au début, Matisse était parti sur l'idée du fleuve de vie, qui est un des textes de l'Apocalypse selon saint Jean. Donc cette idée de fleuve qu'on perçoit bien ici dans cette notion de mouvement. Et puis, après, il va partir sur une autre conception pour ce vitrail sud de la chapelle. L'abandon de ce beau vitrail a été une véritable déception pour le peintre, mais il repart néanmoins sur une nouvelle composition, le vitrail bleu pâle. Cet ensemble, très différent des précédents, est inspiré par les impressions ramenées de Tahiti par Matisse. Mais il est également abandonné parce que lorsque l'on simule l'emplacement des fers horizontaux nécessaires à la réalisation en vitrail, sa composition en est détruite. Pour la réalisation des maquettes en gouache découpées de ce grand projet, la toute jeune Jacqueline Duhem va venir assister Matisse et son fidèle bras droit, Lydia Delektorskaya. Les vitraux étaient complètement à la taille normale, mais comme c'était trop haut, même pour le mur du Regina qui était très haut, il débordait sur par terre. Et on mettait des draps dessus en coton. Et par-dessus, donc, on pouvait marcher pour travailler sur le haut, et ensuite il déroulait pour remonter le travail des vitraux.
Matisse s'acharne. Il reprend son travail en tenant compte des contraintes techniques imposées par le vitrail. Et après quelques semaines seulement, le projet définitif est terminé. Je suis rempli de l'espoir de faire une œuvre absolument pure au point de vue spirituel et au point de vue plastique. C'est l'arbre de vie. La sobriété de sa composition et de la gamme de tons choisis est en accord avec la spiritualité du lieu. Je suis rentré hier encore tout ébloui de ce que j'ai trouvé chez vous. Je n'ai certainement pas su vous dire combien j'étais ému d'une telle splendeur. Cette splendeur doit maintenant être traduite dans une matière que Matisse n'a pas encore pratiquée, le verre. À la verrerie de Saint-Just-sur-Loire, le verre, coloré dans la masse, est soufflé pour obtenir les feuilles de verre de couleur qui serviront à la fabrication des vitraux. Certaines préparations de couleurs seront faites spécialement pour Matisse. C'est dans l'atelier de vitraux de Montparnasse que les feuilles de verre sont découpées et assemblées selon la vision du peintre. En effet, pour ce travail délicat, Matisse choisit celui qui a réalisé les vitraux d'Assy, de son vieil ami Georges Rouault, Paul Bonny. Celui-ci a épousé Adeline, fille de Jean Hébert Stevens. Ensemble, ils ont repris en 1944 l'atelier fondé par les parents d'Adeline. On est ici au 12 rue Jean Ferrandi, qui s'appelait rue de Bagneux lorsque mon grand-père a installé son atelier de vitraux dans cette cour. Et les vitraux étaient fabriqués au rez-de-chaussée des deux côtés. Et c'est là où les ouvriers faisaient le montage, le massicage, etc. Alors que de l'autre côté, c'était plutôt, les ouvriers qui travaillaient étaient plutôt ceux qui coupaient le verre. Lorsque Matisse est venu dans l'immeuble, je me souviens que les vitraux lui étaient présentés donc, dans cet atelier qui est mieux éclairé. Et il était déjà assez avancé en âge. Et les ouvriers, je me souviens, sont sortis de cet atelier-là et l'ont mis sur une chaise et l'ont monté pour qu'ils puissent aller voir les vitraux dans l'atelier du premier étage. Le dessin du vitrail est confié à un peintre. Dessin et couleurs, le tout aux dimensions de la fenêtre à décorer. C'est ce projet qui est ensuite confié au maître verrier et qui lui sert de modèle. Chaque morceau est découpé suivant le contour qui a été tracé précédemment. Ce sont ces petits morceaux de carton, qu'on appelle en termes de métier les calibres, qui vont servir tout à l'heure de modèle pour découper les pièces de verre du vitrail définitif. La dernière opération consiste à enchâsser maintenant les morceaux de verre dans le réseau de plomb qui doit les soutenir. On a là les deux pièces assez exceptionnelles et très rares, qui sont des panneaux d'études pour le vitrail de l'arbre de vie, qui est installé à la chapelle. Avec Bonny, Matisse a fait un travail assez poussé, comme il en a l'habitude avec quasiment tous les artisans avec lesquels il travaille. C'est-à-dire qu'il a un très grand degré d'exigence, un très grand degré aussi de coopération avec la personne qui réalise son projet, en fait. Et donc, avec à chaque fois des essais, des allers-retours. Quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a différentes teintes de jaune, des jaunes plus ou moins acides ou chauds, et qu'il y a certains aussi panneaux de verre dans lesquels il y a, soit ils sont totalement lisses, translucides, vraiment totalement, soit il y a beaucoup de petites infractuosités, des petites bulles qui donnent une matière.
La recherche du jaune citron, commencée dès la réalisation des panneaux d'essai, a duré presque 1 an. 2 conditions sont nécessaires pour ce jaune. Premièrement, la qualité citron, la qualité du timbre. Ensuite, l'intensité de la couleur. La verrerie de Saint-Just-sur-Loire est sollicitée pour cette recherche et fabrique finalement un jaune citron spécial pour Matisse. Il est nécessaire que le jaune soit suffisamment saturé pour tenir tête au bleu et au vert. En l'espèce, notre jaune est le premier plan, le réel, et le vert et le bleu, l'espace. Vous recevrez en même temps que ces lignes les échantillons du jaune citron obtenus à Saint-Just-sur-Loire. S'ils vous conviennent, voulez-vous me dire quel est celui que vous préférez et en relever le numéro pour que je puisse aussitôt faire la commande. Dans ce cas, nous aurions les verres dans 8 ou 10 jours et par conséquent commencerions l'exécution des vitraux. Matisse, en voyant le panneau d'essai, en 1949, écrit ce télégramme « Résultat excellent est assuré. Partagez notre grande satisfaction, cordialement Matisse. » En fait, ce ne sera pas si simple que ça. Et le travail de mon père à ce moment-là était, quand il a fait Vence, d'être le plus possible fidèle au papier gouaché découpé, en sachant que les prouesses techniques demandées faisaient qu'il fallait vraiment maîtriser les coupes et en mettre le moins possible pour obtenir la relation, la fidélité au papier découpé. Pour le tracé des plombs, il fallait d'abord respecter le dessin dans toute sa nervosité, son acuité, ce qui, dans le calibrage comme dans la mise en plomb, exigera une rigueur intelligente de la part des exécutants. Toutes les coupes seront faites sous sa direction. Mon rôle étant de proposer tous les possibles à l'intérieur des nécessités techniques, mais en mettant toujours le minimum de surcoupe et en les plaçant de manière à ne pas gêner l'épanouissement des formes. Mais le problème le plus délicat sera celui des surcoupes à l'intérieur de chaque ton, qui n'existait pas dans les papiers découpés formant le carton. Les 2 panneaux d'essai pour Vence montrent les premiers tâtonnements, selon un tracé très libre comportant surtout des obliques. Matisse y renoncera complètement et adoptera définitivement les coupes strictement horizontales et verticales. Ce principe permet à l'œil d'oublier les lignes horizontales et verticales comme il oublie les lignes d'un cahier à la lecture d'un texte. La première pierre est posée en décembre 1949. Je ferai de mon mieux pour vous être utile en cette journée, mémorable pour l'art moderne et pour l'art chrétien, mais qui est bien plus encore pour tous ceux qui vous aiment. Les travaux vont durer jusqu'au printemps 1951. Le suivi du chantier est un énorme effort pour Matisse. Les vitraux sont posés en décembre 1950 et à cette occasion, Paul Bonny découvre enfin cette chapelle dont il a tant entendu parler et pour laquelle il travaille à l'exécution des vitraux depuis plusieurs mois. La chapelle, très jolie, très petite. Sur le toit, la grande croix en fer forgé avec ses croissants et flammes de cuivre. Et la cloche logée dessous, étonnante. L'autel finit aujourd'hui, gros bloc d'une belle pierre. J'ai terminé les 48 panneaux des 9 lancettes étroites, pendant que Bernard posait grosso modo les 36 panneaux. Un jeune sculpteur, qui connaît Matisse et Chagall, m'a aidé, mais c'était une gymnastique perpétuelle. Résultat excellent. Tous les tons varient au cours de la journée. Derrière eux, la grande vallée et Vence, et puis derrière un grand cyprès, un palmier énorme, et du ciel. La chapelle a reçu ses vitraux. Ils sont placés. C'est un enchantement extraordinaire. Je ne puis t'en dire plus, car je manque de modestie à leur sujet. Les côtés des murs de la chapelle qui donnent vers le vallon devant sera en vitraux qui partiront du sol jusqu'au plafond.
ce qui est une nouveauté, en somme, dans la disposition du vitrail des églises. Le côté opposé sera en majeure partie décoré par des panneaux de céramique blanche avec des garnis de dessins noirs. D'où voisinage de matières différentes. La chapelle n'aura d'autre source de lumière que celle qui passera à travers les vitraux le jour. Matisse, pour représenter ce vitrage, choisit le cactus. Le cactus avec ses palettes, représentées ici en bleu, les fleurs en jaune, et puis la nature environnante en vert. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le bleu et le vert sont transparents et permettent de l'intérieur de voir l'extérieur, tandis que le jaune est opaque, cela pour donner une intensité à ce jaune, à l'idée de la lumière. Puisqu'en fait, ce vitrail est en liaison directe avec la lumière, et c'est le propos de Matisse dans cette chapelle, au fond, d'aller plus loin que ce qu'il n'a fait avec les peintures, aller vers la couleur mais immatérielle, qui va être faite de la projection de la couleur par les rayons du soleil dans la chapelle. Et cette projection produit aussi des effets extraordinaires, des reflets sur le sol, et qui donnent l'impression que le sol se creuse en un puits de lumière, et l'on voit comme cela les couleurs sur le sol ou sur les murs. Ce lagon qui permet aux plongeurs d'analyser les qualités particulières de la lumière en même temps que celles de la végétation, sous l'eau et au-dessus de l'eau. La poitrine étreinte par la grande émotion de la solitude qui domine tout cet ensemble, comparable à celle causée par la grande nef d'une cathédrale gothique, dont le grondement du lagon serait remplacé par celui des orgues. Matisse, lorsqu'il était à Tahiti, s'est baigné dans un lagon et il a confondu le ciel et la mer, le bleu du ciel et le bleu de la mer. Et cette sorte de liberté qu'il a ressentie dans ces deux espaces à la fois liquides et aériens, au fond, c'est peut-être ce qu'il a voulu donner ici à la chapelle. Alors c'est tout à fait extraordinaire dans cette chapelle, qui est l'aboutissement de l'œuvre de Matisse, eh bien, c'est que cette alliance entre les vitraux et la blancheur des murs, le vide aussi de certains espaces, eh bien, il a su nous donner une impression particulière qu'il n'y a pas de parois, qu'il n'y a pas de murs, et que les reflets ouvrent au fond aussi bien le sol que les murs sur lesquels les couleurs, le vert, le jaune et le bleu se reflètent. Aussi à la volonté de Matisse de laisser des blancs sur les murs et de faire que celui qui entre dans la chapelle, assiste aux offices, ait l'impression d'immensité, ait l'impression d'être libre et de pouvoir penser librement. Je veux que les visiteurs de la chapelle éprouvent un allègement d'esprit, que même sans être croyants, ils se trouvent dans un milieu où alors l'esprit est aisé, où la pensée est claire, et alors le sentiment aussi allégé. Et le bénéfice justement de la visite de cette personne, n'est-ce pas, viendra aisément et sans avoir besoin de se cogner la tête par terre. Enfin, c'est l'inauguration tant attendue. Matisse, épuisé par ce chantier, ne peut y assister, et c'est le père couturier qui lit une lettre en son nom. Cette œuvre m'a demandé 4 années de travail exclusif et assidu, et elle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme mon chef-d'œuvre. Je compte, Excellence, sur votre longue expérience des hommes et votre haute sagesse pour juger un effort qui est le résultat d'une vie consacrée entièrement à la recherche de la vérité. Matisse voulait que cette œuvre soit une source d'inspiration
tout comme une source de révélation un peu religieuse, en quelque sorte un peu mystique. Il dit d'ailleurs que pour faire cette chapelle, il a été comme une sorte de médium, donc lui-même est allé au-delà de lui-même. Si on lui pose la question s'il croit en Dieu, il dit oui quand je travaille, c'est-à-dire quand il se surpasse et quand il va au-delà de sa propre matérialité. Paul, mon père, m'expliquait tout le travail d'aller-retour qu'il y avait eu sur la couleur, sur la matière des verres et sur les découpes au plomb. Après Vence, c'était facile parce que Matisse avait compris le vitrail. Ça explique à quel point ça avait dû être difficile au début, parce que c'était pas, même après, c'était pas si simple. Lorsque j'ai vu pour la première fois les vitraux de Matisse, il était visible que Matisse avait pris un chemin assez différent, à ma connaissance en tous les cas, d'autres artistes appelés à réaliser des vitraux. Non seulement il y a une rupture de la part de l'artiste vis-à-vis du vitrail, mais il oblige aussi le verrier à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, si je puis dire. L'artiste a pu faire ses propositions et le verrier ensuite donner des solutions, proposer des solutions, et cheminement très vite se fait en parallèle. Ça n'est plus un verrier qui connaît une technique et un artiste qui l'ignore. Ce sont deux chercheurs, en quelque sorte, deux aventuriers qui mènent de front cette affaire. C'est un résumé de toute sa vie d'artiste, en fait. Il réunit la couleur, le dessin et son rapport à l'espace aussi, qui est central dans sa peinture. Et je pense qu'il réunit tout ça dans la chapelle à une échelle, à l'échelle de l'architecture réelle. À partir de la chapelle, qui est quand même un moment phare dans son œuvre, que d'ailleurs Matisse, à maintes reprises, a qualifié, désignait comme son chef-d'œuvre. Après la chapelle, il se consacre surtout à de grands projets décoratifs. Ce sont ce qu'on appelle les grandes gouaches découpées. Et les grandes gouaches découpées sont généralement conçues comme des maquettes pour des projets décoratifs. Le découpage est l'hypothèse idéale pour l'esquisse et la préparation d'un vitrail. Je peux très bien me représenter l'effet du vitrail d'après cette esquisse. Je sais qu'il sera fort. Après avoir fait la chapelle de Vence, Matisse s'est attaqué à une autre œuvre d'art, sa chapelle de Vence profane, comme il le disait. C'est la salle à manger de son ami Thériade, située dans sa villa Natacha à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Petite salle à manger de 9 mètres carrés dans laquelle Matisse a voulu agrandir l'espace. Il a repris le même principe donc qu'à la chapelle de Vence, c'est-à-dire un grand mur qui va composer une fresque. Là, c'est un platane qui est dessiné à l'encre noire, ce qui reprend l'angle du mur pour agrandir l'espace. Et en face, un vitrail qui va être chargé d'animer par sa couleur ce mur blanc et la composition de l'arbre. L'esquisse est finie. Je n'ai plus rien à changer. Et dans les jours qui viennent, le verrier va venir. Il doit exécuter le travail. Malheureusement, les échantillons ne conviennent pas. Leur couleur est trop tournée vers le rose chaud, quand il conviendrait qu'ils s'associent en cousin germain avec le bleu auquel ils sont juxtaposés. Pour répondre aux exigences de Matisse, les techniciens de Saint-Just-sur-Loire vont reprendre pour lui la fabrication d'un rose à l'or, interrompu depuis 1939. Ce vitrail, aujourd'hui installé dans une pièce du musée du Cateau-Cambrésis où est reconstituée la salle à manger de Thériade, Claudine Gramont l'avait vu dans son emplacement d'origine dans la villa de l'éditeur, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai eu la chance de voir cette salle à manger de Thériade en lumière du jour. Donc une salle à manger, un lieu d'une très grande simplicité, mais voilà, avec ce jeu de lumière qui rentrait
dans cette salle à manger et qui était comme une sorte de féerie tout d'un coup, dans ce lieu intimiste où Thériade réunissait beaucoup d'artistes. Bon, il y a des témoignages, des déjeuners, bon, pas du tout des choses fastueuses, des choses très très bon, à la bonne franquette, comme on dit, et dans ce cadre magique. Matisse va en parallèle réaliser un autre vitrail pour la maison de son fils Pierre à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc il réalise ce vitrail qui s'appelle Vigne et dont on voit la maquette en papier découpé, puisque à partir de cette période-là, Matisse ne fait plus que des papiers découpés. Matisse, je crois qu'il n'a jamais même découpé par hasard. En fait, il avait une idée de forme dans la tête ou alors une construction de vitrail bien organisée. Mais au départ, il cherchait quand même quelque chose qui ressemblait à ce qu'il voulait, ce qu'il avait déjà conçu dans sa tête comme travail. Ma maquette est juste. Si tu veux donc, je vais l'envoyer à Bonny pour qu'il te prépare le devis pour son exécution. De toute façon, je tiens à ce que ce soit Bonny qui l'exécute, car il est déjà entraîné à travailler d'après mes maquettes. Vous pouvez dès à présent vous occuper de ce dernier vitrail. Je vous envoie donc le calque de la maquette, le schéma de la fenêtre, la liste des couleurs et pour vous en donner une idée plus vivante, une petite photo en couleur de la maquette. Quand Matisse réalise ses vitraux, la mode est au verre dit à l'antique, qui présente des bulles et des stries. Matisse, en précurseur, leur préfère les verres plats, sans accident. La première fois que Matisse est venu à l'atelier, il a voulu voir les verres. Il se trouve que le fond de verre de l'atelier, c'est essentiellement du verre antique. Alors il a trouvé le verre trop bulleux. Il a trouvé qu'il y avait trop de matière. Il voulait plus presque du verre industriel, sauf que pour les couleurs, il n'aurait pas eu un verre industriel. Mais il ne voulait pas que ça ait l'aspect de verre antique et qu'il y ait que la matière soit présente. Pour lui, le résultat était plus un hommage au papier découpé qu'une démonstration de la beauté des verres utilisés. Fin janvier 1952, Matisse écrit à son fils Pierre, qui vit aux États-Unis, faire des vitraux me convient en effet actuellement. Il est en train d'exécuter Nuit de Noël, qui est une commande de Life Magazine, une commande de vitrail. Et il se met au travail tout de suite et la maquette est définitivement terminée fin février 1952. Ça me faisait toujours de la peine quand il défaisait quelque chose que je trouvais vraiment très beau. Alors il m'a dit, peut-être vous, Jacqueline, mais pas moi. Et crac, alors il chamboulait les trucs. Et moi, à chaque fois, ça me faisait mal au ventre. Alors d'ailleurs, c'est pour ça, souvent, Lydia faisait une photo avant qu'il démonte quelque chose. Pour garder un... Il disait, appelez-moi. Elle disait, appelez-moi avant que vous chambouliez les... Il disait, ah oui, mais il n'y a que comme ça qu'on évolue, il faut quand même chercher. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait des fois, c'était dommage parce qu'on aimait beaucoup. Et après, tout doucement, il trouvait ce qu'il voulait et après, il était content de ce qu'il avait, de ce qu'il y avait comme résultat. Mais c'était par morceaux, hein, il ne faisait pas ça d'un seul coup. Hein. Cette nuit de Noël possède une fraîche saveur d'orange, de citron et de menthe, fleurs, fruits. Le papier découpé est doué de mouvements à en rendre jaloux le crayon. Le poète, André Verdet, décrit ainsi cette maquette que Matisse, maintenant tout à fait à l'aise avec la technique du vitrail, réalise si rapidement. Puisque la maquette doit partir à New York pour validation du commanditaire, Paul Bonny en fait une copie à taille réelle,
qu'il a sans arrêt sous les yeux dans son atelier pour exécuter le vitrail. Jusqu'ici, il travaillait à partir des calques et des échantillons. Maintenant, il peut réaliser l'œuvre au plus près de la gouache découpée. Dans ces conditions, le travail entre le peintre et le verrier se fait harmonieusement malgré la distance. Matisse réside le plus souvent dans son appartement-atelier à l'hôtel Regina sur la colline de Cimiez. Au printemps, Paul Bonny se rend à Nice pour finaliser avec le peintre le choix des couleurs et le tracé des plombs. J'ai fait une promenade très agréable. Vieille ville, bord de mer et port, par demi-soleil éblouissant, lumière douce cependant. Après déjeuner, trolleybus, Cimiez. Matisse en pleine forme et tout ce qui se fait de très gentil. Bleu, dans son blanc de lit avec un peu de jaune citron verdâtre pâle. Hasard? Coussin dépassant de la thé d'un des nombreux oreillers, calme, souriant, sans complications, parlant de mes enfants et des siens. Le fils du médecin du Regina qui a fait du Matisse jusqu'au jour où on lui a remis les yeux en place. Matisse, entouré d'un feu d'artifice, un univers de palmettes en folie, une joie extraordinaire partout. En novembre, Paul Bonny revient chez Matisse, un peu inquiet de présenter au maître le vitrail terminé. Il constate avec plaisir que Matisse en est tout à fait satisfait et ne demande aucune retouche. Le vitrail de Life dont je vous ai montré la maquette est enfin parti à New York. Je l'ai eu chez moi pendant 48 heures, ce qui m'a permis de constater que c'est une réussite. Il sera exposé pendant les fêtes de Noël au Rockefeller Center. Si vous avez l'occasion de le voir, vous serez d'accord avec moi qu'une maquette de vitrail et le vitrail exécuté sont comme une partition de musique et son exécution par un orchestre. Alors ça peut paraître étrange qu'il y ait un musée Matisse aussi important ici dans un petit village de campagne, ce village de naissance de Matisse. En fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la reconstruction, un comité, le maire et plusieurs habitants sont allés voir Matisse pour lui demander l'autorisation de donner son nom à l'école qui était en reconstruction. Et Matisse a été très touché par cette démarche. Matisse qui, étrangement, alors qu'il est un des artistes les plus connus après-guerre, n'a jamais eu le droit à un musée, eh bien, il décide de faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il va donner sa collection personnelle à la ville pour faire un musée. Il va raconter l'histoire de sa vie à travers ses œuvres. Matisse propose également d'installer un vitrail dans le préau de l'école maternelle. Il adapte la maquette de son premier projet pour Vence, auquel il n'a pas renoncé. Renommé Les Abeilles, l'œuvre trouve dans ce bâtiment une architecture à sa mesure. Pour la réalisation du vitrail, Matisse étant de plus en plus affaibli, c'est Lydia, son assistante, qui en suit très précisément la fabrication avec Paul Bonny. La maquette du vitrail pour l'école du Cateau doit être agrandie dans les mêmes proportions en tous sens, car c'est la construction et l'architecture qui doivent s'adapter au vitrail et non pas le vitrail à l'architecture. Lorsque vous allez exécuter le vitrail, Monsieur Matisse vous prie de veiller particulièrement à l'exactitude d'inclinaison des petits carreaux qui le forment, car de là dépendent toutes les directions de son architecture. L'importance du motif par rapport au fond était très important pour Matisse. C'est-à-dire que dans ses papiers découpés, il faisait un fond, et on le voit d'ailleurs dans le vitrail du Cateau, enfin qui était fait pour Vence, mais où il y a tout le fond qui est en fait en craft, parce qu'il l'appelait craft, mais je suppose que c'est parce qu'il était en craft, en tout cas s'il était de la couleur du papier craft. Et ensuite, les motifs qui étaient dessus étaient le motif important. Matisse a beaucoup travaillé sur la question du mouvement, le fleuve de vie, donc la représentation de quelque chose qui est en son essence en mouvement. Donc ça veut dire une représentation aussi non seulement de l'espace mais aussi du temps. Donc il utilise la répétition d'un même motif, celui de la fameuse abeille, qui va donc se déployer dans une sorte de courbe comme ça, ascensionnelle. Et donc ça, c'est vraiment une représentation typique, presque quasi scientifique du mouvement, courbe qu'il va doubler. Donc il y a deux séquences comme ça d'abeilles.
En voyant cette image séquencée de mouvements d'insectes, on ne peut pas s'empêcher de penser au cinéma et à la chronophotographie, bien sûr. Donc à l'époque, bien sûr, Étienne Jules Marais avait filmé tous ces animaux, ces êtres humains en mouvement. Donc ça a été une découverte extraordinaire pour tout le monde, mais aussi et beaucoup pour les artistes, puisqu'à partir de ce moment, ils ont représenté le mouvement différemment. Ils ont accédé à tout un imaginaire du mouvement qui n'existait pas auparavant. Le dernier grand vitrail réalisé par Matisse, qui est aussi sa dernière œuvre, qu'il achève quelques jours avant sa mort. Et c'est donc Rosace. C'est une commande qu'il reçoit des États-Unis, une commande d'un vitrail pour une chapelle. Il réalise cette dernière commande avec le gabarit qui est fixé face à son lit. Et c'est donc dans son lit qu'il compose ce dernier vitrail. Je crois qu'il écrit à Alfred Barr, le directeur du MoMA, il lui écrit que la rosace, que la maquette de la rosace est terminée et qu'il en est très, très satisfait. La nouveauté et le côté attachant de ce travail était pour moi de m'exprimer dans l'espace très défini, fragmenté et aussi exigu que celui compris dans les boiseries de cette rosace. Quand Alfred Barr reçoit cette lettre, il vient d'apprendre la mort de Matisse, emporté par une crise cardiaque le 3 novembre 1954. Tout près de la chapelle de Vence qu'il décora au déclin de sa vie, Henri Matisse vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Révélé en 1900 par sa période fauve, toujours renouvelé, peintre de la joie de vivre, devenu véritablement le maître de la couleur, Henri Matisse, devant sa veuve, ses amis, ses enfants, est conduit vers sa dernière demeure en l'église du monastère de Cimier. Après Pierre Bonnard, Raoul Dufy et André Derain, la peinture française contemporaine, frappée d'un nouveau deuil, perd avec Matisse l'un de ses plus grands maîtres. Quand Matisse décède, en novembre 1954, c'est sa fille Marguerite qui va faire réaliser le vitrail et qui prend le relais de son père pour mener à bien ce projet. Afin de conclure de la manière la plus fidèle tous les engagements de Henri Matisse, nous poursuivons actuellement le projet de la réalisation d'une rosace en vitrail, pour laquelle il vous avait déjà contacté pour le choix des verres. Nous vous prions de bien vouloir réunir les échantillons de tous ces verres et nous les soumettre à l'approbation, car nous désirons que tous ces détails en soient fixés pendant que les observations de l'artiste sont encore très significatives dans nos esprits. Marguerite Dutuy continue l'œuvre de son père en supervisant la réalisation par Paul Bonny de 2 autres vitraux dont Matisse avait terminé les maquettes avant sa disparition. Tous deux, ils réalisent d'abord Lierre en fleurs pour la rétrospective Henri Matisse au Musée d'Art moderne à Paris en 1956. C'est une commande qu'il reçoit en 1953 de la part de Marie Lasquer et c'est un vitrail pour un mausolée à la mémoire de son mari, Albert Lasquer. Pour la création de ce grand vitrail de 3 mètres sur 3, Matisse va raviver ses souvenirs des lumières de New York, dont il avait apprécié autrefois la clarté cristalline. Pierre lui explique que la lumière de New York n'est pas du tout la même que la lumière de la Méditerranée et que la lumière de New York est une lumière très blanche. Mais le vitrail n'a jamais rejoint sa destination puisque Marie Lasquer a abandonné après ce projet de mausolée. Et Marguerite suit la réalisation avec Paul Bonny et le vitrail a été acquis par le Musée d'Art moderne de Vienne en 1962. C'est à l'occasion du centenaire de la naissance de son père en 1969 que Marguerite Dutuy initie la réalisation du tout dernier projet de vitrail de Matisse, Coquelicot. En cette partie du Grand Palais entièrement rénovée que vient d'ouvrir l'exposition de peinture la plus importante de l'année. Exposition rétrospective de l'œuvre du peintre français Henri Matisse, à laquelle on travaillait encore la veille de l'inauguration. Et regardons en cette exposition non seulement les peintures, mais aussi les œuvres décoratives, comme
ces vitraux inspirés des papiers découpés qu'exécuta Matisse vers la fin de sa vie. Je travaille en ce moment au calque de coupe du 9e vitrail intitulé Coquelicot, dont Matisse avait décidé avant sa mort l'exécution, mais malheureusement trop tard. Je dois donc surcouper comme je pense qu'il l'aurait fait, comme dans l'Hyères d'ailleurs. C'est évidemment très impressionnant pour moi, mais pour les 7 vitraux précédents, j'ai vu toutes les réactions à la fois hypersensibles et raisonnées de Matisse. Aussi j'espère ne pas trahir son esprit. Matisse n'a pas transposé finalement son travail pictural, il l'a prolongé, il faisait partie de c'est son écriture picturale qui est passée sur le verre très naturellement par les procédés qu'il a employés d'ailleurs dans ses maquettes. Et ça, c'est devenu finalement quasiment une règle dans le domaine du vitrail. Et donc Matisse participe, me semble-t-il, grandement à ce changement et à cette évolution. Ainsi, en 2000, à la Collégiale de Lamballe, en Bretagne, 2 grands artistes contemporains, Geneviève Haas et Olivier Debré, réalisent un ensemble de vitraux en lien avec leur recherche picturale. Et Geneviève Haas est bien en phase avec le tailleur de lumière que fut Matisse quand elle dit « C'est pour la couleur et la lumière que je cherche à m'introduire dans l'espace. Ce qui m'intéresse dans le vitrail, c'est la présence des choses et leur disparition. Le vitrail est une architecture de la lumière. » Si le travail de Matisse en vitrail reste une référence, c'est parce que ce magicien a su, grâce à ses recherches sur les couleurs et la lumière, faire d'un vitrail un moyen de sublimer l'espace, de le transformer, de l'animer. Et cela par le simple jeu des couleurs.